Multisport 24, votre émission de l'actualité sportive. Aujourd'hui, nous allons parler de football national, notamment avec la dette des joueurs, un sujet qui fait quand même grincer beaucoup d'encre et des salives depuis la semaine dernière. Pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir, comme toujours d'ailleurs, de recevoir Jean-Claude Nounamo, qui est le directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Vous l'avez bien écouté, All Sport, c'est quelqu'un qui touche à tout, qui est spécialiste et qui a toujours son mot à dire quand on parle de sport au niveau national ou international. Jean-Claude, merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci à Gabon 24. Et surtout, merci pour la disponibilité. On est au service du sport. Voilà, et puis pour accompagner Jean-Claude Nounamo sur ce plateau, nous avons Ulrich Bouka, qui est le responsable du suivi des joueurs au niveau de l'Association nationale de footballeurs professionnels du Gabon. Ulrich, merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous, Gabon 24. Voilà, ce soir, nous allons parler de la dette des joueurs parce qu'il faut quand même dire que c'est une situation qui fait que jusqu'aujourd'hui, on a aussi du mal à reprendre le championnat national parce que c'est l'une des conditions données par les joueurs. Il faut bien qu'on règle cette dette. Jean-Claude Nounamo, on parle quand même d'une dette qui dure, j'ai envie de dire, un peu plus de 7 ans parce qu'on parle de 2016. Aujourd'hui, ça fait beaucoup. Vous, en tant que journaliste, dites-nous, depuis toute cette période jusqu'à présent, quel est le regard que vous faites? Parce que face au mutisme, quand même, il faut le dire, des autorités, notamment le ministère des Sports, on a l'impression qu'il n'y a aucune volonté réelle de vouloir apporter des solutions réelles à cette situation qui fait quand même beaucoup de mal. Je ne pourrais pas manquer, Gaël, de vous dire que c'est triste, c'est regrettable, c'est à peine acceptable que le Gabon qu'on connaît, soit dans une telle situation où des joueurs sont déjà à 6 ans sans salaire. On a de la peine à l'expliquer à certains confrères à l'étranger. Ils se disent, mais non, c'est... Alors, moi, j'ai dit qu'il faut quand même qu'on arrête. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On veut faire du Gabon une grande nation de football et de sport en général. Et entendu que le football est le sport roi, laisser le sport roi à la traîne comme nous sommes en train de le vivre aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrête, il faut vraiment qu'on arrête, qu'on trouve une solution à cette situation-là. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense et j'ai la ferme conviction que c'est une affaire, c'est entretenu. On a entendu des hommes, des dirigeants de ce pays à une certaine époque qui disaient que non, lui, il n'est pas au courant de ça, qu'il sait qu'il n'y a aucun problème avec les championnats. J'étais ahuri d'entendre ça d'un dirigeant du pays. Et aujourd'hui, curieusement, la situation perdue, elle ne finit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'étais d'ailleurs assez choqué quand j'ai suivi un autre dirigeant, je vais citer le Premier ministre, au plateau avec la presse. Gaël, rassure-toi, du début à la fin, le mot sport n'a pas été employé. Je me dis qu'il y a comme une volonté de laisser pourrir la situation. Surtout qu'il faut quand même rappeler, quand vous dites que le mot sport n'a pas été employé, il faut quand même rappeler qu'il y a le marathon du Gabon dans quelques semaines. Et donc, curieusement, voilà, dans moins de 2 semaines. D'accord, on espère simplement que c'était pas fait exprès. Alors, Ulrich, dites-nous, vous qui êtes responsable du suivi des joueurs au niveau de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, comment vivez-vous cette situation depuis 7 ans maintenant? Bon, merci encore, comme je disais à Gabon 24, d'avoir pris la peine d'inviter l'ANFG, qui est l'Association des footballeurs professionnels du Gabon, qui a été créée en 2014. Elle défend les intérêts des footballeurs. Depuis 2016, en tant qu'ancien footballeur, je prends un peu de recul. Sincèrement, c'est vraiment triste, parce que avoir plus de 1500 footballeurs, parce qu'aujourd'hui, il y a les femmes aussi qui se sont ajoutées. Je vous assure qu'au quotidien, ce n'est pas facile. Oui. Parce que le téléphone doit sonner. C'est des pères de famille, des mères de famille. Certains d'entre eux ont abandonné les études. Parce que le football, c'est un métier comme tout autre. D'autres ont abandonné les études. D'autres ont abandonné des petites activités qu'ils avaient en parallèle. Et les footballeuses aujourd'hui, les joueuses, les filles qui se sont ajoutées, aussi qui ont abandonné aussi certaines. C'est vrai que là-bas, ça ne se fait pas trop ressentir parce que
la majorité des joueuses aujourd'hui sont des étudiantes, d'autres qui suivent des formations. Et je vous assure qu'au quotidien, ce n'est pas facile parce qu'il faut essayer de rassurer les footballeurs. Rassurer les footballeurs dans quel sens? Parce que toutes les procédures ont été menées depuis 2016. J'ai dit depuis 2016 parce qu'il y a l'ancienne ministre qui était là, je crois, Nicolas Serré, M. Bilibizé. Toujours rien. Sincèrement, le passage de Franck Nguema nous a vraiment fait du mal. Nous a vraiment fait du mal parce qu'on s'est posé la question de savoir, en 4 ans, sauf si j'exagère, mais en 4 ans, je ne sais pas si, lors de son passage, un championnat était organisé normal du début jusqu'à la fin. Ça, je ne le pense pas. Je dis je ne pense pas. Durant les 4 ans qu'il a fait à la tête de ce département, je ne crois pas qu'il y ait un championnat national de première ou deuxième division qui est allé à son terme. Quelle que soit la formule utilisée. Quelle que soit la formule qui a été utilisée, je ne pense pas. Donc vous pouvez comprendre que depuis 2016, aujourd'hui nous sommes en 2023, les dettes se sont accumulées. Elles sont accumulées. C'est vrai qu'on dit, ah oui, les torts sont partagés. On ne doit pas juste rejeter la pierre sur les dirigeants des clubs, les footballeurs que nous sommes. Oui, il est bien vrai que nous avons été naïfs parce que nous avons trop fait confiance aux responsables, ceux qui gèrent le football ici au Gabon. Mais qu'on le veuille ou pas, il faudrait bien rappeler à certains que le football est un métier comme tout autre. Et là, je vais encore appuyer en disant, il y a des footballeurs aujourd'hui qui ont perdu la vie. Il y a certains qui ont arrêté. J'ai dit bien, il y a certains qui ont arrêté à cause des conditions. Les conditions ne sont pas réunies. Mais quand bien même on sait qu'il y a assez de moyens qui ont été décaissés chaque année, des moyens colossaux, mais ça sert à qui finalement si les footballeurs ne sont pas payés? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que je pense que si les footballeurs rentraient en possession chaque année, ou si un footballeur était régulièrement payé chaque fin du mois, je crois qu'aujourd'hui, on ne serait pas là. Le championnat ne devait pas s'arrêter. Mais le championnat a été interrompu à chaque saison. Elle a été interrompue à chaque saison. Pourquoi? Toujours parce qu'on a toujours recours à la subvention d'État. Mais si on a toujours recours à la subvention d'État, mais je crois que ça va être difficile qu'on sorte de là. Je dis ça va être difficile. D'accord, ça va être difficile. Je veux comprendre, vous dites si on fait souvent recours à la manne qui vient de l'État, ça va être difficile. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que le seul responsable dans cette affaire, c'est le ministère des Sports. Est-ce que vous interpellez le ministère des Sports en tant qu'arbitre ou vous dites que le ministère des Sports a une grande responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'il faut quand même dire que dans cette histoire, il y a la Ligue de football professionnel. Il y a également les présidents des clubs qui, pour certains, à l'époque où l'huile et le miel coulaient, ont préféré se remplir les poches que de se soucier du bien des footballeurs, Ulrich. Je crois qu'il faut d'abord rappeler que la LINAF n'est que l'organe qui organise le championnat. Elle organise le championnat. Elle veille au bon déroulement du championnat. Donc, si aujourd'hui on a pris l'initiative d'interpeller le ministère des Sports, parce que je pense que le ministère des Sports aujourd'hui est le patron du sport ici au Gabon. Quand je parle du patron du sport, on parle du sport en général. Oui, bien sûr. Mais ici, on parle du football. Donc il est important parce que de rappeler au ministère des Sports, qui est le patron du sport ici au Gabon, il y a une convention qui a été signée entre le ministère et le club. Et qu'est-ce que cette convention, rappelez-nous, qu'est-ce que cette convention dit? Qu'est-ce qui est mentionné à l'intérieur? La convention, elle rappelle tout simplement que l'État prend en charge les salaires des footballeurs. D'accord. Elle prend en charge les salaires des footballeurs. Bien évidemment, les employeurs qui sont les clubs ont aussi leur part de responsabilité, qui doivent aussi apporter leur quote-part. Mais en ce qui concerne les salaires des joueurs, c'était de la responsabilité de l'État. Effectivement. Parce qu'il faut restituer les choses, afin que tout le monde comprenne pourquoi aujourd'hui vous vous tournez plus vers le ministère des Sports. Donc nous avons interpellé à plusieurs reprises, que ce soit la LINAF ou les présidents des clubs, il n'y a eu aucune réaction. Ils ont toujours envoyé vers l'État. Tant que l'État n'a pas versé la subvention, les salaires ne peuvent être réglés. Mais quand on parle des clubs, ce ne sont pas tous les clubs.
On pourra dire qu'il y a quand même des élèves qui font des efforts dans ce sens. Quand je parle des élèves, les meilleurs élèves, il y a des clubs, certains clubs comme Manga et autres, Pélican, qui font les stades Manji, qui font des efforts. Mais ils ne sont pas nombreux. Parce que sur 14 clubs en première division, on peut retrouver à peine peut-être 4 clubs. 2 ou 3. Le reste dépend plus de la subvention d'État. En 2-2, il y a 10 clubs en deuxième division. Oui. Là-bas, c'est... Tant que l'État n'a pas viré, ce n'est pas évident qu'on puisse en sortir. Donc, je disais par là, on a interpellé plusieurs fois le ministère, les clubs, la LINAF, d'où aujourd'hui nous nous sommes rendus compte que le seul moyen de nous faire entendre, il était important que nous nous rendions vers le ministre des Sports. D'accord, donc on va avancer le riche, certainement, on va revenir plus largement, notamment avec Jean-Claude Nounamo qui a forcément quelque chose à dire à ce sujet. On va regarder ensemble ce reportage qui revient justement sur cette question de la dette des joueurs et puis on se retrouve derrière. La question de la dette des footballeurs au Gabon reste d'actualité tant celle-ci s'alourdit chaque mois et d'année en année. Les impayés s'accumulent et les charges de l'État s'accentuent, causant un désagrément du côté des footballeurs qui ne savent plus vers qui se retourner pour sortir de cette spirale qui semble interminable et marquée par des revendications salariales. Le dernier épisode des revendications date d'il y a environ une semaine. En effet, les footballeurs de première et deuxième division ont assiégé le ministère des Sports pour réclamer leur salaire. Était-il à la bonne adresse pour cette réclamation? Qui du ministère des Sports ou des clubs devrait subir la pression des footballeurs professionnels? À première vue, la réponse pourrait être les clubs puisque ces derniers sont les employeurs directs de ces footballeurs de première et deuxième division. Il revient donc aux clubs d'assumer leurs prérogatives auprès de leurs employés, c'est-à-dire les footballeurs avec qui ils ont d'ailleurs signé des contrats. Mais pourtant, dans cette affaire de réclamation salariale, les clubs semblent en être épargnés. La subvention de l'État sur le football pourrait justifier que le ministère des Sports soit la cible des footballeurs qui accumulent de nombreux mois d'impayés. À quand l'autonomisation du football au Gabon? L'érection des clubs de football en entreprise capables de se prendre en main financièrement pourrait définitivement régler cette situation qui fait de l'État gabonais le principal bailleur de son football. Un football et un championnat qui se retrouvent sevrés de financement à la moindre basse conjoncture financière dans le pays. N'est-il pas temps de confier le football gabonais, du moins dans son volet financier, à des entreprises exerçant leur activité dans le pays? Ce modèle n'est pourtant pas étranger au sport gabonais. Les jours de gloire du sport et particulièrement le football gabonais l'ont été avec, derrière un club de football, une entreprise qui le sponsorise. Il est plus qu'urgent que les clubs de foot s'assument et libèrent enfin l'État de cette charge qui handicape son football et orienter les footballeurs vers leurs employeurs, c'est-à-dire les clubs en cas de salaire impayé. Alors Jean-Claude Nounamo, je me retourne directement vers vous. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, quand on regarde la manière dont les choses se passent, ça a été une bonne idée pour l'État de décider de prendre en charge les salaires des joueurs? Est-ce que ça a été une bonne idée? Je pourrais dire oui, je pourrais dire non. Il faut partir d'une situation qui a amené l'État à s'engager à payer eux-mêmes les salaires des joueurs. Je voudrais déjà dire au départ que lorsque cette affaire de championnat professionnel arrive, je vous assure qu'elle a fait l'objet de plusieurs contestations parce que ça n'avait pas été mûri, le projet n'avait pas été mûri. Alors comme l'autorité qui était en place, lui, voulait vraiment que les choses aillent assez vite. Bon, on s'est lancé et je t'ai entendu dire quelque part, je vous assure que cette affaire s'enrichit, on ne va pas avoir peur de le dire, ça enrichit les dirigeants de club. Et aujourd'hui, je crois que ça fait partie des raisons pour lesquelles l'État avait finalement décidé de prendre lui-même en charge les salaires. Parce qu'on s'était rendu compte que malgré les grosses sommes que l'État versait, parce que c'est tout à fait normal aussi, les présidents des clubs avaient dit non, je crée mon club, c'est mon association, c'est moi-même qui suis responsable de la gestion de tout ce que je fais dans mon club. On avait eu ce discours de confiance et de responsabilité, mais on s'est vite rendu compte que ceux qui prétendaient être responsables
ne l'était pas vraiment. Parce qu'à la place, en lieu et place de ces discours, c'est les joueurs qui payaient le lourd tribut de cette mauvaise gestion. Alors, l'État décide lui-même de payer les salaires, c'est vrai, et même là aussi, il se trouverait, là je parle au conditionnel, qu'il y a eu de l'argent versé. Est-ce que l'argent est parti chez les joueurs? Ça doit être improbable. Parce que je me souviens, je crois il y a 1 an ou 2 ans, le ministre des Sports de l'époque était venu clamer sur un plateau de télévision qu'il y a déjà l'argent. L'argent est déjà prêt. Bon, l'argent est prêt. Qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce qui fait encore qu'on fasse des demi-championnats? En tout cas, je pense qu'il va falloir que le modèle sur lequel repose notre championnat, qu'il soit sérieusement étudié, quitte à aller en championnat avec 10 clubs, mais sachant qu'au moins les 10 clubs qui vont jouer le championnat, il va aller jusqu'à la fin. Et je crois que, moi je vais déjà faire observer que le ministre des Sports a dit qu'il devait régler le problème en décembre. C'est vrai que décembre n'est pas encore fini, il y a encore pratiquement 20-25 jours. Donc moi j'espère toujours que même le 31 décembre, ça sera toujours en décembre. Je crois que c'est la surprise qu'il réserve aux joueurs. Jean-Claude Samo, je vois le riche un peu sourire, mais quand vous parlez du ministre qui a promis régler la dette en décembre, mais quand même Gabon 24 a accueilli ici le ministre Jean-André Jacques Augan à l'occasion de son plateau. Le gouvernement s'exprime et le ministre a clairement dit qu'il n'avait jamais promis que la dette devait être payée ce mois de décembre. Ulrich, dites-nous, qu'est-ce qu'il en est justement de cette affaire? Non, je pense qu'il faut d'abord rappeler que lorsque le ministre est rentré en fonction, nous nous sommes rapprochés du ministère des Sports. Nous avons essayé d'adresser des demandes d'audience. Parce qu'il était important que nous essayons d'échanger, vu la situation des footballeurs qui perdurait déjà. Donc nous nous sommes rapprochés dans un premier temps de son conseiller, avec qui nous avons échangé longuement. Nous avons eu des séances de travail. Dans le 30 octobre 2023, nous avons été reçus par le ministre. Encore que là, c'est parti d'un mouvement d'humeur qu'on nous a reçus, parce qu'il faut le rappeler, un mouvement d'humeur. Il nous a reçus, on a échangé pendant des heures avec le ministre, où finalement il a accepté de nous recevoir. Donc, durant ces échanges, il y a des choses qui ont été dites que je ne vais pas... Donc, non, moi je parle plus concernant le dossier de la dette. C'est cette question de la dette qui devait être payée en décembre. Nous avons échangé longuement. Le ministre nous a rassuré que ça devait être fait. En décembre, est-ce qu'il a donné une date où il a fait une promesse que ça devait être fait? Il a demandé ce que je peux dire, c'est que le ministre nous a demandé tout simplement de lui accorder 2 mois, quelques temps, pour qu'on puisse régler cette situation. Parce qu'il faut reconnaître aussi que c'est un dossier vraiment complexe. Ce n'est pas évident. Après son passage ici, nous sommes répartis sur place parce qu'on n'a pas compris. Nous sommes répartis au ministère des Sports, toujours dans un mouvement d'humeur. On a appelé, vous avez pu constater ce qui a été fait. Il nous a reçus, on a discuté, on a mis une commission en place qui travaille présentement parce que, qu'on ne le veuille ou pas, il faut bien faire la genèse. Le dossier de la dette de saison 2016-2018, c'est un montant qui est connu parce qu'il y a un accord qui a été signé. Dites-nous, entre les parties. Ce montant, pourquoi vous donc cet accord-là, la saison 2016-2018, un accord qui a été signé le 10 avril, si je ne me trompe pas, avec l'association des clubs, sur un montant de 545 430 000 francs. D'accord. Donc, encore que là, il fallait que les footballeurs fassent des sacrifices. Donc on a revu ce montant. Donc concernant cette dette, le montant il est connu. Maintenant, lorsqu'on arrive à la saison 2022-2023, c'est cette saison-là qui cause problème. D'accord. Parce qu'il faudrait bien qu'on sache exactement, sur cette saison, les clubs ont perçu la moitié de la subvention. Les clubs ont commencé à démarrer la saison. Les footballeurs n'ont pas perçu un mois de salaire. Et pourtant, parce les que clubs le championnat ont reçu
les clubs ont bel et bien reçu de l'argent. Oui, la subvention qu'ils ont reçue, c'est pour le fonctionnement du club. Oui, c'est Fonctionnement pour le club. fonctionnement, puisque Donc, c'est mais l'État qui concernant- paye les joueurs. il n'était pas Ok. question C'est des salaires l'État des qui joueurs. paye les Concernant maintenant la quote par l'État, les 250 000 que chaque footballeur doit percevoir en première division, en première division, un joueur doit percevoir un montant de 250 000 francs Minimum. minimum. D'accord. Donc, le championnat, donc, si on part du mois de octobre jusqu'en juin, je crois qu'on a avoisiné les 9 mois de salaire. Ils ont joué le championnat aller sans percevoir un mois de salaire. Ils ont démarré la phase retour, Sans percevoir un seul mois de salaire. un mois de salaire. Donc, il était important de rappeler aux footballeurs que le football est un métier comme tout autre. On ne peut pas travailler pendant toute une saison sans être rémunéré. Donc, on a mobilisé les footballeurs, on a interpellé les clubs. Les clubs ont vraiment accepté parce que ce n'était pas facile, mais il fallait qu'on rappelle au club que c'est un bien pour tout le monde parce qu'on ne peut pas continuer à jouer, terminer la saison et retrouver les footballeurs dans ces conditions. Ils ont accepté, toutes les parties ont accepté, on a bloqué le championnat. Après avoir bloqué le championnat, ça va aussi du championnat de deuxième division. D'accord. Donc au championnat de deuxième division, un joueur doit percevoir minimum 150 000 francs. D'accord. Donc aujourd'hui, on doit les footballeurs de deuxième division 7 mois de salaire. Et première division, Première 9 mois de division, salaire. 9 mois de salaire. D'accord. Donc, voilà, donc on va poursuivre. Ce que moi je retiens de votre intervention, parce qu'il s'est dit dans certaines presses que le ministre avait donné le mois de décembre. Vous venez de dire qu'après discussion, le ministre n'a pas arrêté un mois. Il a promis, il a dit donnez-moi 2 mois. Mais quand il donne après, 2 mois, peut-être par rapport à la période, décembre. 2 mois, ça donnait décembre. En décembre. D'accord. Oui, Jean-Claude Namo, rapidement. Je crois que je me rends compte que logiquement, la grogne, la levée de bouclier des joueurs, c'est exactement le discours contradictoire du ministre. D'accord. Moi, je suis allé à l'Union après le passage du ministre. J'étais d'ailleurs étonné. Qu'est-ce qui se passe? Comment le ministre peut dire que c'est un article, une invention pure et simple de nos confrères? Je suis allé, j'ai acheté l'Union. Effectivement, la déclaration du ministre était mentionnée. D'accord. Bon. Alors, ce qui fait la grogne, effectivement, des joueurs, c'est parce qu'ils attendent tranquillement décembre. Parce que jusque-là, mais curieusement, à 2 jours de décembre, de ce mois de décembre, il dit qu'il ne se reconnaît pas dans cette promesse-là. Justement, puisqu'on parle de cette promesse, Jean-Claude Namo, on va regarder ensemble ce reportage qui pose également cette question, est-ce que finalement la grogne des joueurs est justifiée? Ils étaient des centaines à envahir le ministère des Sports et de la Culture la semaine dernière. Leur volonté, rencontrer le patron du sport afin qu'il s'explique sur ses propos tenus quelques jours plus tôt sur les antennes de Gabon 24. En effet, contrairement à ce qui avait été relayé par une certaine presse, le docteur André Jacques Cogan a affirmé ne pas avoir promis régler la dette dès ce mois de décembre. Cela aurait eu le don d'agacer les footballeurs, déjà exaspérés par les nombreuses promesses non tenues par son prédécesseur, Franck Guéma. Dans une colère qui pouvait se lire sur leur visage, les footballeurs du National Foot 1 et 2, ainsi que les joueuses du championnat féminin, ont voulu prendre d'assaut les locaux sur place afin de discuter directement avec le ministre. Ils se sont finalement heurtés à la promptitude des forces de l'ordre. Alerté du mouvement, le docteur André Jacques Cogan finit par rencontrer les joueurs. Avec ces derniers, il va avoir une discussion franche. Si vous voulez qu'on fasse les choses clairement, vous allez désigner 5 personnes. Moi-même, je vais présider cette commission. Donnez-moi 5 personnes. On va travailler, j'appelle le président de la NINAF. On va faire une commission avec vous parce qu'il faudrait que vous-même soyez là. On va se donner à peu près une semaine pour ressortir toutes ces dettes. Moi, je prendrai le dossier et je vais soumettre le dossier à qui de droit. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire. Mais si on attend, vous avez supporté depuis 2016. Mais là, c'est 5 jours. Je vous donne 5 jours pour qu'on travaille ce dossier. Après une rencontre improvisée avec les principaux acteurs du National Foot masculin et féminin, il en ressort que la Ligue nationale de football, l'INAF, serait au centre de cette confusion puisqu'elle n'aurait pas fourni au ministère des Sports tous les documents concernant les salaires des joueurs. Au regard des faits, la grogne des footballeurs a tout son sens. La LINAF est pointée du doigt.
Seule une explication avec la tutelle devrait éclairer l'opinion. Voilà, malheureusement, petitement, on va à la fin de cette première partie. Ulrich, je me retourne vers vous. Lagrogne, le ministre, a donné 5 jours pour que vous essayiez de travailler sur le dossier. Je suis sûr que les travaux ont déjà été engagés. Aujourd'hui, en 30 secondes, dites-nous, qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez et pour l'instant, qu'est-ce que vous faites? Bon, je vais revenir rapidement. Rapidement, 30 secondes, on n'a plus le temps. On s'est plus penché sur le football masculin, mais il y a le football féminin. D'accord, le football féminin également. Mois, qui ont des arrêts de salaire, des impayés. Donc, je pense qu'il y a une commission qui a été mise en place. Nous avons commencé vendredi. Donc, nous avons 5 jours pour rendre un rapport bien détaillé, parce qu'il faudrait qu'on sache exactement qui on doit payer. Et tous les footballeurs, il y a des joueurs qui ont commencé la saison, qui ont arrêté pendant la saison. Il y a d'autres qui ont joué peut-être 3-4 matchs. Certainement qui ont eu des différends avec leur employeur, qui ont arrêté effectivement. Donc tout ça, il faut revoir. Donc il faut voir étape par étape, il faut voir tous ces joueurs doivent être payés. Même si tu as joué un match, 2 matchs, la phase aller ou la phase retour, on doit te payer. Donc c'est un peu ça. Je pense qu'au bout de d'ici la fin de semaine prochaine, ou la semaine prochaine, vous aurez tous les éléments possibles pour avoir une idée précise sur ce dossier. De toute façon, nous, ça nous fera plaisir de vous recevoir justement, même la semaine prochaine encore, pour qu'on en parle, pour savoir à quel niveau se trouvent ces dossiers. Messieurs, malheureusement, 26 minutes, ça passe vite. Je rappelle que j'étais avec Ulrich Bouka, qui est le responsable du suivi des joueurs de l'Association nationale des footballeurs professionnels au Gabon. Merci. D'avoir été sur le plateau de Gabon 24. Malheureusement, vous allez nous quitter pour cette première partie. Je reste avec Jean-Claude Nounamo pour la deuxième partie. Nous allons encore parler de football, mais également du football des sourds. On fait une petite pause. Juste quelques secondes, de temps pour nous de souffler. On se retrouve pour la deuxième partie. Allez, pour cette deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive, Multisport 24, qui nous a rejoint sur ce plateau. Auparavant, on l'accueillait en tant que président de l'association, mais aujourd'hui, il est président de la Confédération africaine de football pour sourds, Ibrahim Adjangbe. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Voilà, c'est toujours un plaisir quand on parle de football pour sourds. De toute façon, nous, ça nous arrange pleinement puisque l'idée de l'émission est de valoriser quelle que soit la discipline. Et pour entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre ensemble, Jean-Claude, cet entretien que nous a accordé le vice-président de la Ligue de volley de l'Estuaire. Alors, l'objectif principal de cette rencontre, c'était de la mise à niveau des arbitres, vu que nous allons commencer les compétitions avec un Open de volley. Il était important pour la Ligue de faire ce stage de mise à niveau des arbitres afin de relancer nos activités avec des arbitres ayant au moins des prérequis par rapport aux dernières réglementations en vigueur de la Ligue au niveau de la Fédération internationale de volley. Alors, pour ce séminaire qui n'est que la première étape, nous allons nous accentuer sur la feuille de match, qui est un outil très important au niveau de l'arbitrage. Voilà, c'était cet entretien que nous a accordé le vice-président de la Ligue de volleyball de l'Estuaire. Nous, on revient sur ce plateau avec nos invités. D'abord, félicitations Ibrahim, parce que c'est la première fois qu'on te reçoit ici en tant que président de la Confédération. C'est une première pour un Gabonais. Peut-être nous rappeler ce que ça vous fait d'être président aujourd'hui de la Confédération africaine de football pour sourds. C'est une grande fierté pour moi, cette nomination en tant que président intérim de la Confédération, parce que j'aime le football depuis plusieurs années. Et donc, je pense que le football des entendants, que j'observe depuis de nombreuses années, et c'est une grande responsabilité donc, pour moi en Afrique par rapport à cette nomination donc, en tant que président intérimaire. Et donc, c'est avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de plaisir et beaucoup d'entrain que je vais me mettre au travail pour toute l'Afrique. Parce que mon rêve, c'est de faire en sorte que le football des sourds soit comme celui des entendants, avec la même valeur.
et pour tous ces joueurs aussi qui soient contents et heureux et qui vivent du football. Après, je ne sais pas si Jean-Claude Namo a une question à poser. Oui, forcément une question. C'est Ibrahim, je le connais assez bien et depuis longtemps. Je peux vous avouer qu'il m'est rarement arrivé de rencontrer quelqu'un qui travaille avec dévouement, qui est dévoué dans ce qu'il entend faire. Moi, maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, en tant que président, soit-il intérimaire de la Confédération africaine des sourds-muets, quelles sont exactement les missions d'un président confédéral? Et merci pour cette question, Monsieur Jean-Claude. Il y a plusieurs missions. C'est déjà, en tant que président de la Confédération, j'ai beaucoup d'idées déjà à mettre en exergue, beaucoup de projets. Donc, il faut travailler déjà avec la CAF pour signer un partenariat afin que cette structure puisse soutenir le football en Afrique. Et donc, suivre la loi de football des sourds et aussi jouer au même niveau que les entendants pendant cette période intérimaire. Et donc, organiser aussi plusieurs activités pour la Coupe d'Afrique, par exemple, de football. Et organiser des matchs de football entre jeunes, des jeunes qui veulent vraiment s'épanouir et qui n'ont peut-être pas l'âge adéquat. Et donc, ces derniers devraient justement travailler dans ce sens. Donc, ceux qui ont 17 ans, 20 ans, et j'ai beaucoup d'idées à mettre en exergue. Et aussi à la FIFA, je suis en train de réfléchir pour voir si elle peut nous soutenir dans nos activités pour le football en Afrique. Donc, tous ces projets-là, je suis en train de travailler. Et je suis très motivé pour réussir ma mission et que les sourds, véritablement, qui aiment le football, puissent s'intégrer et qu'ils puissent vivre de cette activité et qu'ils puissent devenir des grands joueurs. Parce que moi-même, déjà, quand j'étais plus jeune, je rêvais de jouer comme des entendants et d'arriver au niveau professionnel. Bon, ça n'a pas été le cas, je suis handicapé. Mais cette motivation est toujours là, avec des idées innovantes qui sont là présentes à l'esprit et que j'aimerais mettre en exergue. Jean-Claude Namo, dites-nous, vous en tant que journaliste de sport, parce que quand on parle souvent du handisport, rarement on parle du football, mais quand même il faut dire qu'aujourd'hui on a une équipe qui a représenté le Gabon déjà au Kenya pour la Coupe d'Afrique, mais également récemment en Malaisie pour la Coupe du Monde. En tant que journaliste, quelle analyse faites-vous de l'évolution du football pour sourds au niveau de Gabon? Et effectivement, Gaël, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que j'ai beaucoup d'admiration pour Ibrahim, parce que si réellement aujourd'hui on connaît le football des sourds-muets, je crois que c'est en grande partie grâce à lui. Il a créé une association, c'est vrai, mais on a l'impression que c'est cette association qui fait la fédération, alors qu'en réalité, effectivement, il y a une fédération des personnes handicapées, handisport, mais Ibrahim a su montrer, a su valoriser cette catégorie de personnes-là. Et aujourd'hui, je suis très, très content, je suis très ravi de les avoir vus d'abord à la CAN. Ils ont fait du beau football. Je suivais permanemment tous les matchs et tout récemment encore, vous avez vu, ils sont allés en Coupe du Monde, ils ont réalisé un très bon parcours pour la première fois qu'ils vont en Coupe du Monde. Ils sont rentrés en 8e de finale. Je pense que ils veulent vraiment montrer qu'ils sont des sportifs et des footballeurs à part entière. Et je pense qu'il faut qu'on les insère, comme lui-même il l'a dit, dans le rayon du football en général, puisque président de la Confédération africaine de football des sourds, c'est tout à fait normal, comme il l'a dit tout à l'heure, qu'il ait des relations et des bonnes relations avec la CAF, pourquoi pas avec la FIFA. Avec la FIFA. Oui. Donc justement, nous espérons simplement que cette bataille qu'Ibrahim mène, il faut quand même le rappeler, depuis 2018, lors de la création de son association. Et on espère que le ministère qui a commencé à aider, même si il y a peut-être beaucoup de choses encore à redire, l'aide n'était pas peut-être comme on voulait, mais c'est quand même le ministère des Sports actuel qui a permis que l'équipe se rende du côté de la Malaisie. Donc Jean-Claude Namo, on va poursuivre avec la stat de la semaine qui est encore dédiée
au football. Deux assises et une concertation sur l'essor du football au Gabon. 3 rencontres pour tenter de relever le football gabonais qui se meurt depuis plusieurs années, qui n'ont rien changé jusqu'ici au paysage du sport roi. D'abord, en juillet 2018, sous Alain-Claude Bilimizé, les acteurs de football s'étaient déjà réunis avec pour objectif de rechercher les voies et moyens pour relancer le football gabonais. 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 2021, c'était au tour de Franck Guéma d'organiser les assises du championnat national de football de D1 et D2. Cette fois, l'objectif était de moderniser le championnat national, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ces rencontres ont servi à tout sauf à la relance des championnats domestiques. Résultat, les relations entre le ministère des Sports, la Fédération gabonaise de football, les clubs et les joueurs ont clairement continué à se dégrader. Fraîchement nommé à la tête du ministère des Sports, André-Jacques Augan a tenté de se muer en homme providentiel, en réunissant pour la 3e fois les acteurs du football gabonais. Une rencontre de plus, une rencontre de trop pour certains observateurs du National Foot 1 et 2, puisque ces 3 assises et concertations n'ont apporté aucun changement dans le paysage du football. Quand on sait que ces rencontres coûtent cher aux contribuables gabonais, pourquoi dépenser autant d'argent si c'est juste pour se partager les perdièmes? 3 rencontres en 5 ans pour 0 résultat, toute chose qui a récemment mis les footballeurs dans une colère noire au point d'assiéger les locaux du ministère des Sports. Un feuilleton long de plusieurs années qui n'est certainement pas prêt à connaître une fin qui mettrait tout le monde d'accord. Jean-Claude Namo, la stat parle du football, oui. On a parlé de la dette des joueurs, on a parlé, cette stade parle des 3 concertations qu'il faut dire. Il y a eu au niveau de football, d'abord à l'ère Bilimizé et puis Franck Guéma, dernièrement avec l'actuel ministre, mais il n'y a toujours rien. On a comme l'impression que ce sont des rencontres d'amis ou peut-être des rencontres qui permettent de partager seulement les perdièmes. Je suis assez sceptique, hein. Je partage pratiquement le même avis parce que lorsqu'on essaie de regarder le nombre de rencontres qu'il y a eu sur le football, je pense qu'on se retrouve dans une rencontre de plus. Franck Guéma est arrivé, pas Franck Guéma, Bilimizé est arrivé, il a organisé sa rencontre. On aurait tout simplement pensé que si on change de ministre et que le nouveau ministre veut relancer le football, il suffisait de prendre les dossiers dans les tiroirs, les résolutions, on met sur la table. On s'est rendu compte que Franck Guéma est arrivé à son tour. Tout ce que ses prédécesseurs ont fait comme réflexion, il n'en a pas tenu compte. Il est venu également organiser son affaire. Aujourd'hui, on se retrouve derrière une autre petite concertation. Je l'appelle petite concertation parce que là, elle ne concerne que les joueurs endettés qui sont endettés parce que ils sont pas endettés avec les clubs, mais ils sont endettés avec l'État. Voilà, avec le problème des salaires dans les maisons, dans les loyers. Et je vous dis que j'ai vécu des scènes assez tristes. Si vous arrivez, par exemple, au rond-point de Nzayon, vous allez constater que tous les photographes actuellement qui sont ambulants au rond-point de Nzayon, c'est des footballeurs. Malheureusement. Alors nous, on va se retourner vers notre invité ce soir. Alors Ibrahim, dites-nous, vous étiez au Kenya. Alors, peut-être nous dire déjà la raison pour laquelle vous êtes vous étiez au Kenya. Nous rappelez. Bien, effectivement, j'étais au Kenya pour participer au congrès de la Confédération africaine des sports pour sourds. C'était pour voter le nouveau président de la Confédération. C'est différent de la Confédération de football pour sourds, parce que là, cet organe, justement, est un organe à part entière de l'association de football pour les sourds. Et nous sommes donc membres, et donc il fallait que nous participions à cette élection. C'est ce que je suis allé faire essentiellement. D'accord, alors dites-nous, est-ce que cette rencontre vous a permis de faire d'autres rencontres? Permettez-moi, est-ce que cette réunion vous a permis de faire d'autres rencontres pour pouvoir vous aider dans les objectifs que vous êtes fixés en tant que président de la Confédération aujourd'hui?
Ah oui, effectivement, j'ai rencontré beaucoup de présidents qui sont arrivés. Eux-mêmes aussi étaient très heureux de me rencontrer. Ils m'ont félicité en tant que président également. Et nous avons eu des entretiens fructueux avec ces derniers. Et ils m'ont donné des conseils, des stratégies pour réussir ma mission. Et déjà que j'aime le football, donc je suis disposé à travailler avec plaisir. C'est pourquoi j'ai accepté cette nomination. Ce n'est pas difficile pour moi. J'ai expliqué donc à mes confrères, justement, les objectifs que j'aimerais atteindre et les missions, justement, les différentes idées que j'ai aujourd'hui pour mener à bien cette mission. Donc, je donnais toutes ces informations et il était peut-être possible d'organiser la Coupe d'Afrique au Gabon. Et on attend, si le ministre est d'accord, j'ai donné des informations. Ils sont très motivés d'ailleurs à venir au Gabon pour justement cette organisation. Et donc, c'est cela. Oui, Jean-Claude. Oui, effectivement, j'allais venir sur ce sujet. La question de l'organisation de la CAN, oui, effectivement, probable de la CAN 2024 au Gabon. C'est l'un des objectifs du nouveau président confédéral. En tant que Gabonais, il va offrir cette première édition parce qu'il faut déjà rappeler qu'on sort du championnat d'Afrique à la Coupe d'Afrique. Donc l'expression championnat d'Afrique est déjà finie. On va maintenant entrer dans une nouvelle dénomination qui est exactement la Coupe d'Afrique des Nations. Et en tant que Gabonais, il entend effectivement son souhait le plus ardent, c'est d'organiser cette compétition, de l'offrir au Gabon. Bon, je voudrais quand même que Ibrahim nous dise, parce que lorsque j'essaye de regarder, de parcourir certains documents, quelles sont les conditions exactement pour un pays d'organiser une telle compétition? Je crois que le Gabon doit quand même avoir rempli un cahier de charges pour accueillir cette compétition. Bien, pour organiser cette compétition, il y a un cahier de charges, bien entendu. Et déjà, il faut s'occuper des Panthères sourds et les joueurs également, de faciliter donc leur intégration. Donc, il y aura aussi des bus pour voir que les joueurs puissent justement être transportés et beaucoup d'autres conditions encore. Donc, le comité d'organisation va s'atteler à cela, si jamais c'est validé. Et donc, le Nigeria, par exemple, il y aura une assemblée générale qui sera organisée, qui vont peut-être arriver pour voir comment réfléchir à toutes ces problématiques-là. Donc, ils ont là toutes les informations nécessaires pour la réussite de cet événement. Alors, ça sous-entend effectivement que la problématique est déjà posée au niveau du gouvernement. Si je ne me trompe pas, c'est déjà au niveau du ministère des Sports. Il va falloir que c'est le ministère qui va remonter l'information, peut-être en conseil interministériel, puis en conseil des ministres. Est-ce que, Ibrahim, tu as quand même l'impression que ça peut réussir? Bon, je pense que ça peut réussir, effectivement, parce que j'ai eu l'expérience du Kenya. Déjà, j'ai vu comment les choses sont organisées. J'ai beaucoup voyagé également. Et j'ai beaucoup appris aussi pour acquérir leur expérience. Et en Malaisie aussi, quand j'ai vu comment c'est passé, je pense que c'est possible, c'est faisable de le faire aussi dans notre pays. Ce n'est pas très compliqué, à mon sens. Je pense donc qu'au Gabon, c'est possible d'organiser cette CAN-là. Et c'est combien de pays, à peu près, qui prennent part à la CAN? 16 pays. Normalement, 16 pays. Actuellement, il y a beaucoup de pays qui veulent bien venir, mais ils ont certaines difficultés. Beaucoup sont intéressés, effectivement. Leurs gouvernements pourront accepter. Donc, 24 pays pourront donc participer à cette compétition. On va voir, selon la disponibilité de chacun. Donc, on va examiner ça pour voir ceux qui peuvent... ceux qui auront l'aval de leur gouvernement. Parce qu'officiellement, on a proposé 16. Oui. D'accord. Alors, peut-être revenir un peu sur la question de Jean-Claude Nounamo, ça c'est sur le plan organisationnel, c'est-à-dire que lui, avec les contacts et puis l'expérience qu'il a acquise, il peut, au niveau organisationnel, permettre, faire en sorte que la Coupe d'Afrique soit, que le Gabon accueille la Coupe d'Afrique,
Mais ce qu'on veut savoir, c'est que depuis qu'il a commencé à faire les démarches, est-ce qu'il a comme l'impression, quelle est l'impression qu'il a? Est-ce que les autorités lui donnent l'impression que ce serait possible d'obtenir un accompagnement de la part du gouvernement? Et surtout qu'on ne peut pas l'annoncer actuellement, on ne peut pas encore l'annoncer puisque le gouvernement gabonais doit donner son accord d'organiser cette compétition. C'est vrai ce que vous dites. J'attends la confirmation. Une fois que j'aurai la confirmation, je pense qu'on va mettre en place un comité qui va organiser dans ce sens-là. On va mettre en place ce comité-là. Donc, ce qui est plus important, c'est qu'on ait d'abord l'accord du gouvernement. Oui. Une fois qu'on a cet accord, ça va nous donner plus de motivation pour travailler. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont une certaine expérience, une certaine expertise. Je vais donc solliciter cette expertise pour justement organiser cette compétition. Beaucoup vont l'accepter avec beaucoup de plaisir. D'accord, nous avant de poursuivre avec Ibrahim, Jean-Claude sur Multisport 24, il n'y a pas que le football, le reste de l'actualité c'est maintenant. Dans un stade Vélodrome incandescent, l'OM a arraché la victoire contre l'Ajax Amsterdam, 4-3 ce jeudi 30 novembre lors de la 5e journée de Ligue Europa. Dans un match spectaculaire comme à l'aller, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un triplé et guidé les Phocéens vers le succès et la qualification. Et puis Rafael Nadal, absent depuis 1 an des cours, l'Espagnol a annoncé qu'il allait revenir à la compétition début janvier à l'occasion du tournoi ATP de Brisbane, préparatoire à l'Open d'Australie. Évidemment, ça devait le titiller. Enchaîner Roland-Garros et les Jeux Olympiques sur sa surface et au même endroit était un énorme objectif pour Rafael Nadal pour sa dernière saison sur le circuit. Et puis parlons basketball avec la NBA, les vols vont bien en ce début de saison. Premier de la conférence Ouest, Rudy Gobert et ses partenaires ont signé une 4e victoire de rang samedi soir à Charlotte, 123-117. Le pivot français a signé une performance de choix, ajoutant à ses habituelles bonnes stats défensives 12 rebonds, 3 contre une adresse remarquable de l'autre côté du terrain. Et puis on termine ce Multisport Express avec la 19e victoire qui conclut une année hors norme. Le triple champion du monde, Max Verstappen, a remporté à Abu Dhabi le dernier Grand Prix d'une saison de Formule 1 qu'il aura survolé au volant de sa surpuissante Red Bull. Et puis avant de terminer l'émission avec Ibrahim Djangbe, puisque c'est lui notre invité pour cette deuxième partie, nous allons regarder Règle Sport de cette semaine qui s'est intéressé à la natation. Le crawl est un type de nage pratiqué partout dans le monde et au Gabon également. Salut à tous et merci de nous rejoindre dans ce numéro des Règles de sport consacré justement au crawl. L'expert international de natation, Avelino Montero Gomez, est avec nous pour les détails. Allez, suivez-moi pour les explications. Le crawl, c'est un style bien précis, mais qui n'est pas codifié par le world aquatique. OK? En natation, on n'a pas l'épreuve de crawl, on a l'épreuve de nage libre. Et maintenant, l'expérience a montré que quand on dit nage libre, tout le monde fait le crawl. D'accord? Donc, pour l'épreuve, quand on dit nage libre, ça sait que c'est le départ dans l'eau, hors de l'eau, sur le plot. Tu as 15 mètres à être sous l'eau. Et après, tu dois sortir et une quelconque partie du corps doit être visible. Et tu dois nager. Si on dit l'épreuve en nage libre, tu peux nager le dos, tu peux nager le papillon, ou le crawl, ou la brasse. Donc là, le départ est donné en crawl. Donc, il a jusqu'à 15 mètres. Lui, il est sorti avant, ça ne gêne pas, OK? Donc, crawl, c'est assez libre. Il faut tout le temps qu'on voit une partie du corps hors de l'eau. Et ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un bassin de 25 mètres. Ils vont aller et revenir. Alors, regardez lui, il n'est pas arrivé au bout. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas respecté la distance. Il sera disqualifié. Et mieux, pire, il a touché le fond. On a l'épreuve qu'on appelle le 400 mètres 4 nages. Ça veut dire que chaque quart de distance, tu changes de style. Donc, si on est sur 200 mètres 4 nages, le quart, c'est 50 mètres.
Donc chaque 50 mètres, on va changer. Et dans l'ordre, on commence par le papillon, obligatoirement, ensuite en dos, puis en brasse, et on termine en nage libre. Et dans cette partie de nage libre, tu dois faire n'importe quel style de nage que tu connais, mais sauf les 3 premiers que tu as fait. Sinon, c'est une répétition. Et en général, les gens font le crawl. Mais la fédération internationale ne va pas te dire que le crawl, il faut être comme ça, comme ça. Ça n'existe pas. Mais c'est un style qui existe bien. C'est une technique de nage. Et aujourd'hui, c'est la nage la plus rapide. Donc l'erreur à ne pas faire, il n'y en a pas beaucoup. Déjà au départ, c'est n'oubliez pas qu'il faut sortir à 15 mètres avant. Si jamais on s'arrête, ce n'est pas grave, mais il ne faut pas toucher le fond ou bien prendre appui à partir du fond. Ça, c'est vrai. Évidemment, quand on dit 50 mètres crawl, il faut bien respecter les 50 mètres. Ça, c'est important. Et en nage libre, qui est important à savoir aussi, les épreuves vont jusqu'à 1500 mètres. Dans les autres styles, c'est 50, 100 et 200, les 3 premiers styles. Mais en nage libre, on a 50, 100, 200, 400, 800 et 1500. Donc, pour toutes les épreuves, tant que tu dois rester dans ton couloir. Mais s'il t'arrive de sortir de ton couloir et que tu ne gênes personne, tu reviens dans ton couloir pour terminer, c'est bon. Mais si jamais tu gênes quelqu'un, tu es disqualifié. Donc en natation, quand on nage, chacun a son couloir. OK? Et si jamais un nageur quitte son couloir par erreur et qu'il ne gêne pas l'autre qui est dans le couloir, il peut retourner dans son couloir et continuer. Il ne sera pas disqualifié. Avec toutes ces explications et surtout ces illustrations, nous espérons que le crawl n'a plus de secret pour vous en natation. Allez, on se dit au revoir pour un nouveau numéro. Ciao, ciao. Merci Andy et Sono bien pour toutes ces explications. On va terminer cette émission avec notre invité Ibrahim. Alors dites-nous, Ibrahim, vous dites que vous avez besoin de l'accord de l'État, mais de manière concrète, qu'est-ce que vous attendez de l'État? Est-ce que c'est un accompagnement sur le plan infrastructurel ou vous attendez également que des moyens soient débloqués pour l'organisation de cette compétition? On souhaite un accompagnement financier et infrastructurel aussi, donc hôtel, stade. Donc on souhaite que le gouvernement véritablement nous accompagne. Et voilà, parce qu'on va faire venir des autorités, des officiels pour qu'on puisse travailler ensemble. Par exemple, la DIFA, les représentants de la DIFA qui seront là, avec lesquels nous allons travailler pour la réussite de cet événement. Pour les sourds du Gabon d'ailleurs et pour leur épanouissement. D'accord, on sait que rien n'a encore ficelé, donc rien ne dit que le Gabon va abriter la CAN. Mais dites-nous, qu'est-ce qu'il en est de l'équipe du Gabon qui va représenter le pays lors de cette CAN aujourd'hui? Où est cette équipe? Est-ce qu'elle s'organise justement pour la circonstance au cas où c'est validé? C'est vrai, depuis que je suis devenu président de la Confédération, je continue à travailler et je pense à l'organisation de la CAN, justement, et à nos joueurs, à nos panthères qui se préparent maintenant, pas après, parce que le président de la Sous-Ligue a accepté déjà que nous puissions participer donc, à ce championnat donc, pour la première fois. Donc, ils vont jouer donc, à ce championnat avec les entendants des 4. Et donc, cette Sous-Ligue, n'est-ce pas, ce sera une occasion, n'est-ce pas? C'est un grand plaisir d'ailleurs pour nous de participer à ce championnat, qui va donc permettre à ce sourd d'apprendre davantage et de progresser véritablement et aussi de devenir une mise en jambe, de devenir très compétitif. Donc ce sera une occasion pour eux de continuer à progresser.
Voilà, merci. Je rappelle que je recevais sur ce plateau pour cette deuxième partie Ibrahim Adjangbe, qui est le président de la Confédération africaine de football pour sourds. Merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24 avec lui. Il est là depuis le début. Jean-Claude Nounamo, directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport et consultant. Messieurs, merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, naturellement, avec des nouveaux invités, mais surtout un nouveau thème. Ciao, ciao.